Moi, je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains et que même un traité signé ne sera pas respecté. Voilà le point le plus important. La Russie était rentrée timidement dans ce conflit parce qu'elle voulait négocier au plus vite et éviter dans quoi elle s'est fait embarquer par les Américains et les Anglais. Et donc, pour s'assurer que dans 10 ans, ils ne devront pas encore resacrifier leur population, ils vont en mettre plein la gueule à l'Ukraine. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va s'intéresser à une actualité qui a été publiée sur France 24 qui parle de Donald Trump et de ce qu'on commence à percevoir, c'est que personne n'imposera quoi que ce soit à la Russie. Donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Sur le dossier ukrainien, Donald Trump brouille les cartes. Après avoir longtemps affirmé pouvoir mettre fin à la guerre en 24 heures, le nouveau président américain temporise, comme rattrapé par la réalité du conflit. La nouvelle administration multiplie ces dernières semaines les mains tendues vers Vladimir Poutine. Le président Poutine veut qu'on se rencontre. Il l'a même dit publiquement et nous devons mettre fin à cette guerre. C'est un véritable carnage. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Et c'est une guerre que je vais tout faire pour arrêter le plus vite possible. De son côté, le Kremlin se dit ouvert au contact avec Donald Trump et applaudit sa volonté de dialogue pour mettre fin à la guerre. Une stratégie qui tranche drastiquement avec celle de son prédécesseur. La question ukrainienne semble pour le moment mise de côté. Donald Trump a tout de même indiqué que l'aide américaine à l'Ukraine devrait baisser et s'est dit contre les frappes sur le sol russe autorisées par Joe Biden. Depuis l'élection du républicain, Kiev se montre à la fois prudente et optimiste. Trump peut être décisif dans cette guerre. Il peut stopper Poutine. Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises. Je pense qu'il est fort et imprévisible. J'aimerais beaucoup voir l'imprévisibilité de Trump se confronter principalement à la Fédération de Russie. Les contours d'un accord restent encore très flous. Pour les alliés de Kiev, une résolution rapide de cette guerre serait synonyme de concession territoriale au profit de la Russie, mais aussi de la fin des aspirations ukrainiennes d'entrer dans l'OTAN. Ce que l'Ukraine refuse. Volodymyr Zelensky a conditionné l'ouverture des négociations à l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN appelle quant à lui à faire front derrière l'Ukraine. Nous devons faire plus que seulement permettre à l'Ukraine de se battre. Nous devons augmenter le coût pour Poutine et ses amis autoritaires en fournissant à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin pour changer la trajectoire du conflit. Mark Rutte demande aussi aux membres de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses militaires, reprenant une demande formulée par Donald Trump lors de son premier mandat, exigence qu'il a de nouveau formulée en décembre. Ok, maintenant que nous avons vu cette information en sa totalité, maintenant nous allons la commenter et nous allons la commenter en parallèle avec l'autre interview de Emmanuel Todd dans le Figaro, là où on apprend des données intéressantes. C'est la vision d'Emmanuel Todd. Moi, je suis plutôt d'accord avec lui et je vous le remettrai pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion à vous aussi. Et donc, c'est reparti pour l'analyse de cette information. Sur le dossier ukrainien, Donald Trump brouille les cartes. Après avoir longtemps affirmé pouvoir mettre fin à la guerre en 24 heures, le nouveau président américain temporise, comme rattrapé par la réalité du conflit. La nouvelle administration multiplie ces dernières semaines les mains tendues vers Vladimir Poutine. D'après vous, pourquoi la nouvelle administration multiplie les mains tendues vers Vladimir Poutine? Normalement, si les États-Unis ils étaient aussi sûrs d'eux, Donald Trump serait arrivé et aurait imposé la paix. Les bêtises des Européens qui disaient qu'on va faire geler le front, machin, nini, nana, il va arriver, il va taper du poing sur la table. Ça ne se serait pas passé comme ça. D'après vous, pourquoi cela arrive? On va laisser Donald Trump finir de dire ce qu'il a à dire dans cette vidéo et après, je vous partagerai pourquoi il a perdu d'avance selon Emmanuel Todd, ce qui est aussi mon analyse ou qui revient sur ce que moi j'ai dit ici dans certaines vidéos, que rien ni personne n'imposera aux Russes la paix
surtout après le sacrifice qu'ils ont fait dans ce conflit. Le président Poutine veut qu'on se rencontre. Il l'a même dit publiquement et nous devons mettre fin à cette guerre. C'est un véritable carnage. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Et c'est une guerre que je vais tout faire pour arrêter le plus vite possible. De son côté, le Kremlin se dit ouvert au contact avec Donald Trump et applaudit sa volonté de dialogue pour mettre fin à la guerre. Une stratégie qui tranche drastiquement avec celle de son prédécesseur. La question ukrainienne semble pour le moment mise de côté. Donald Trump a tout de même indiqué que l'aide américaine à l'Ukraine devrait baisser et s'est dit contre les frappes sur le sol russe autorisées par Joe Biden. Depuis l'élection du républicain, Kiev... Bon, on va arrêter là parce que là, on va revenir après sur ce que Zelensky a dit. Moi, ici, je voudrais que vous écoutiez d'abord Emmanuel Todd sur ce qu'est la réalité des États-Unis d'aujourd'hui. Et après, on va écouter sur ce que les Russes pensent des États-Unis maintenant et de pourquoi, de toute manière, pour les États-Unis, ou en tout cas pour Emmanuel Todd, et c'est ce que je pense aussi, c'est perdu d'avance. Écoutez. Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Est-ce que le retour de Trump ne permet vraiment pas un retour de la grandeur américaine ? Moi, je pense pas, parce que je sais que tout le monde vit ou essaie de vivre Trump comme un homme victorieux. Et il l'est, en un sens, dans son propre système. Mais il est victorieux dans une société, dans une économie qui part en morceaux, en fait. Qui surtout, en plus, est en train de perdre une guerre à l'échelle mondiale contre la Russie. Et donc, en fait... à la surprise générale, parce que je sais que tout le monde est dans l'ivresse de l'hyperpuissance de Trump en tant qu'individu magique, etc. Mais il va passer dans l'histoire. Tout le monde, enfin, passe ses adversaires et passe ses détracteurs, il en garde beaucoup. Non, mais il le pense dangereux et puissant quand même. Mais en fait, il passera dans l'histoire comme le président de la défaite des États-Unis. Donc le job de Trump, ça va être de gérer la défaite des États-Unis face à la Russie. On ne le voit pas encore, mais c'est ça qu'on va vivre dans l'année. Malgré le fait, le succès, l'engouement qu'il y a autour de Trump, c'est l'homme qui va concrétiser ce que Joe Biden a refusé d'accepter depuis le début. C'est qu'ils ont voulu tester la Russie et ils s'y sont cassés les dents. Et on va aussi voir que Joe Biden continue à vouloir faire plier la Russie parce que militairement, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Ils n'iront jamais puisqu'ils n'ont jamais eu d'adversaire aussi coriace que la Russie en face d'eux. Ils savent que si jamais les États-Unis devaient intervenir dans ce conflit d'Ukraine, leur armée pour la première fois serait exposée à un adversaire aussi bon, voire meilleur qu'elle au combat. Et donc, les pertes comparées à l'Irak déjà qui posait problème et au Vietnam aussi qui avait posé problème seront juste catastrophiques. Parce que contrairement à l'Ukraine qui, grâce à sa législation et à la mainmise de Zelensky sur la société ukrainienne, peut cacher le nombre de morts, les Américains auront vachement de mal à cacher le nombre de morts s'ils vont sur le front ukrainien. Et c'est la seule chose qui peut faire que la chose s'embrasse ou que les Russes perdent. Et ça, jamais Joe Biden ne peut accepter ça, et encore moins Donald Trump. Donc ça va être l'homme qui va devoir encaisser la défaite de Joe Biden. Puisque Joe Biden, il a réussi à tenir jusqu'au bout, il va s'en aller en laissant l'Amérique dans un conflit qu'il savait perdu d'avance. Et que même il les continue à faire perdurer parce qu'il vient de prendre des dernières sanctions que nous commenterons dans une prochaine vidéo. Ensuite... Mais moi, je vais me faire l'avocat du diable quand même, parce que les dirigeants quand même étrangers continuent de venir aux États-Unis, notamment rencontrer le nouveau président. Là, c'était le cas de Giorgia Meloni ce week-end encore. Ah oui, oui, mais attention, il y a deux mondes différents. Il y a ce qu'on appelle le monde occidental, qui est la sphère de domination américaine en fait, l'OTAN plus la Corée et le Japon. Alors nous, on est dans le système. Mettez l'Australie aussi dedans. Oui, toute l'anglosphère. Ça va de soi. La Nouvelle-Zélande, si vous voulez, on peut rajouter des choses comme ça. Et le Canada, bien sûr. Et nous, on est dans le système. On est dans le système de pouvoir auquel nos dirigeants, appelons les choses par leur nom, notre oligarchie est soumise. Et donc nous, pour nous, c'est important. On croit que c'est important d'être bien avec les patrons.
Mais à l'extérieur de la sphère de domination américaine, la vision qui existe, c'est très très clair d'ailleurs dans le dernier bouquin écrit par le ministre des Affaires étrangères indien, tout le monde à part nous a la vision des États-Unis comme en déclin. Et tous les autres, dans les années de guerre, à partir du moment où ils ont vu que la Russie tenait le coup, ce qui pour ce que les Russes appellent maintenant la majorité globale, a été une sorte de divine surprise. En fait, c'est le monde qui était économiquement exploité par les Occidentaux, et le reste du monde, en fait, attend la victoire de la Russie comme une libération. Il ne voit pas. Et voilà, ça, c'est un aveu ici, sur cette chaîne, qui vous dit depuis des mois que de l'autre côté du monde, tout le monde est pour la victoire de la Russie, et que les sanctions contre la Russie ne seront jamais effectives ou efficaces parce que tout le monde sait que ce déclin des États-Unis, ce déclin de l'Occident passe par la victoire de la Russie. Et tout le monde veut cela. Et dans cette interview d'Emmanuel Todd qui est extrêmement génial, si vous voulez le suivre, il dit pourquoi. Parce que après la chute du mur de Berlin, le monde a été sous domination de l'Occident et l'Occident a colonisé. La deuxième mondialisation que nous avons vendue, soi-disant que tout est connecté ou quoi que ce soit, ça n'a été qu'au profit de l'Occident comme on le constate aujourd'hui. Et il le dit ici. Je ne sais pas si je pourrais vous mettre le passage, il le dit aussi ici dans cette interview. La Chine produisait les vêtements, l'Afrique produisait les minerais, je ne sais pas quoi produisait, je sais pas quoi. Les Européens ont pris tout ce qui était nécessaire pour bien vivre chez eux. Ils ont dit aux autres de faire leur travail à leur place et eux, ils recevaient juste les dividendes. Et donc, tout le monde là qui est autour, la majorité globale comme les appellent les Russes, ou alors le Sud comme l'appellent les Africains, ou alors le reste du monde, tout le monde attend que les États-Unis, les Occidentaux reconnaissent leur défaite militaire en Ukraine pour acter une bonne fois pour toutes la fin de la domination de l'Occident. Cette domination est déjà concrète dans les faits, mais son ancrage et le décollage du monde vers un monde multipolaire passera par la reconnaissance de la défaite ou alors par la victoire écrasante de la Russie sur l'Ukraine, comme va le décrire Emmanuel Todd dans cette interview, et il va dire pourquoi les États-Unis ne peuvent pas imposer une paix à la Russie et pourquoi la Russie ne se verra pas imposer une paix parce qu'elle n'a pas le choix. Ça serait assez fort. Taïwan ne sera pas protégé. Les Américains n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que l'une des choses qu'on a constatées pendant la guerre d'Ukraine, c'est que toutes sortes de matériel considéré comme offensif était périmé. Donc le char est périmé, puisque maintenant les missiles anti-chars sont plus efficaces. Les avions sont périmés, en un certain sens. Donc maintenant, c'est du drone pas cher et toutes ces sortes de choses. Mais l'instrument du pouvoir américain dans le Pacifique, c'était le porte-avions. Avec les missiles hypersoniques, je veux dire, une guerre entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique, elle durait 10 minutes. En fait, donc c'est fini. Et donc jamais les Américains, peut-être qu'ils arriveront à lancer Taïwan, la Corée et le Japon dans des aventures coûteuses pour eux. Un peu comme l'Ukraine a été lancée dans des aventures par les Américains. Mais se mouiller et s'engager là-bas, c'est déjà trop tard. Ils sont comme ils sont déjà presque à bout de ressources sur l'Ukraine, c'est peu vraisemblable. Voilà pourquoi vous n'aurez jamais, ni même l'OTAN ne va rentrer dans ce conflit en Ukraine, parce que eux tous, ils fonctionnent sur le modèle américain et la puissance de l'Occident, c'est la projection de sa puissance grâce à ses navires de guerre, grâce aux porte-avions. Souvenez-vous, quelle est la première chose qui se passe quand Israël est dans la mouise au Moyen-Orient? Les porte-avions américains viennent s'amarrer proche des côtes de l'Iran et des côtes du Moyen-Orient. Qui est le pays
qui maîtrise le mieux la technologie hypersonique, voilà, vous avez votre réponse. Donc, en cas de conflit, sauf si les États-Unis devaient frapper la Russie en premier, probablement les Russes vont faire couler tous les porte-avions américains. Et donc, si les porte-avions américains coulent, c'est aussi leurs avions qui coulent, c'est aussi leur puissance qui coule. Et donc, voilà pourquoi ce truc ne va jamais dégénérer et que vous n'allez pas voir l'OTAN concrètement aller sur le terrain. Et voilà, là, maintenant, on prend la mesure à quel point Emmanuel Macron était dans la bouffonnerie. Parce que la France, elle, ne dispose même pas de 3 porte-avions, je crois. Et si un seul avion russe équipé de missiles hypersoniques tire sur les porte-avions français, même si cet avion est abattu, qu'est-ce qui sauvera le porte-avions français et tout ce qui se trouve à son bord? Et maintenant, on va apprendre en substance pourquoi la Russie ne se laissera imposer aucun traité de paix et que les Otaniens, les Occidentaux, surtout les Européens, qui rêvaient de croire que Trump allait imposer un cessez-le-feu et allait figer la ligne de fond, et bien maintenant ils peuvent commencer à pleurer. Voilà la vérité de pourquoi les Russes n'accepteront jamais ça. Une dernière question, pourquoi dites-vous que la politique américaine est à sa façon gender fluide? Parce que non, mais ça c'est très important parce que c'est une très bonne introduction pour comprendre ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer dans les négociations avec les Russes. Gender fluide, parce qu'elle est l'un des principes de la politique américaine extérieure, c'est la non-fiabilité. C'est-à-dire un président signe un truc, le suivant abolit le traité, c'est ce qui s'est passé entre Obama et Trump pour l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, c'est un principe. Moi, je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains et que même un traité signé ne sera pas respecté. Ce qui explique pourquoi. Donc là, tout le monde est en train de s'exciter. Magic Trump va arriver et négocier. Ou plutôt intervenir dans une négociation entre les Ukrainiens et les Russes. Cette formalisation est déjà ridicule puisque c'est une guerre entre les Américains, avec leurs proxys ukrainiens, je dirais, et les Russes. Mais les Russes savent très bien, ils le disent déjà, que si les États-Unis signent quoi que ce soit, les Ukrainiens signent quoi que ce soit, pour un cessez-le-feu sur une ligne quelconque, etc., ça sera juste pour réarmer l'Ukraine et pour repartir dans 10 ans. Voilà, exactement Minsk 2. C'est que Hollande et Merkel ont fait à la Russie. Et on sait bien que ça, encore les Européens, on aurait pu faire un peu confiance puisqu'ils ne peuvent pas changer les traités comme ça. On sait qu'aux États-Unis, la simple volonté du président et du Sénat suffit à faire abroger un traité. Et ils le font souvent. Et donc, on ne peut pas se fier à ce que disent les Américains. Il vaut mieux prendre ses garanties soi-même. Et voilà pourquoi les Russes ne se feront rien imposer par Trump. Et que les Européens et les Occidentaux et les plateaux français qui commentent la guerre peuvent commencer à pleurer. Comme la dernière fois. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de négociation, aucune. Et les Russes, pour se mettre à l'abri, et parce qu'ils ne pourraient pas refaire un effort comme celui qu'ils sont en train de faire, vont devoir... Voilà le point le plus important. La Russie était rentrée timidement dans ce conflit parce qu'elle voulait négocier au plus vite et éviter dans quoi elle s'est fait embarquer par les Américains et les Anglais. Et donc, pour s'assurer que dans 10 ans, ils ne devront pas encore resacrifier leur population, ils vont en mettre plein la gueule à l'Ukraine. Ils vont garantir leur sécurité avant de mettre un terme à ce conflit. Et donc probablement que nous sommes partis pour toute une année encore. Sauf à ce que l'Ukraine ou les États-Unis forcent Zelensky, ce qui semble lui être promis, sauf à ce que eux lui imposent à Zelensky de signer aux conditions des Russes. C'est que nous avons vu que Vladimir Zelensky était en train de rêver parce qu'il veut conditionner les négociations aux Russes
à l'entrée de son pays dans l'OTAN, je pense que quand il va voir ce qui va rester dans son pays, je crois que même les Russes, ils vont dire tu peux rentrer dans l'OTAN si tu veux. Parce que les Russes, probablement, vont faire ce qu'Emmanuel Todd est en train de décrire ici. Devoir prendre tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Donc, comme les services britanniques ont utilisé Odessa pour envoyer des drones navals sur le port de Sébastopol, la prise d'Odessa et de l'oblast d'Odessa est une nécessité pour les Russes. Il faut qu'ils aillent jusqu'au Dniepr. Il faut qu'ils contrôlent la partie orientale de Kiev et qu'ils mettent un régime à leurs mains. Et donc, il n'y aura pas de négociation. Vous voyez ? Et ça, c'est parce que la politique extérieure américaine est, comme vous l'avez rappelé, gender fluide. C'est-à-dire que on change de sexe, on abolit les traités, on est dans le flou. Mais c'est ça la décadence, hein. On est dans le flou. Voilà. Et maintenant, on revient à cette actualité principale pour écouter et sans doute pour comprendre. Moi, ce qui m'a frappé ici, c'est de voir le visage de la femme de Zelensky. On sent bien qu'elle n'y croit plus du tout aux bêtises de Zelensky et que Zelensky tente de faire bonne figure parce que, souvenez-vous, dans son entrevue, pendant la messe pour la cathédrale Notre-Dame, à quel point il faisait la gueule. C'est que sans doute, Donald Trump lui a déjà fait comprendre qu'il était cuit. Et sur cette chaîne, nous savons les raisons pour lesquelles il a été cuit. Premièrement, il n'avait pas soutenu Trump quand Trump lui avait demandé de l'aide. Et deuxièmement, il s'est rendu complice de ce que les démocrates continuent à vouloir faire jusqu'à aujourd'hui. Se montre à la fois prudente et optimiste. Trump peut être décisif dans cette... Regardez la tête de Madame Zelensky. Ça se voit qu'elle en a marre de ce cinéma de Zelensky. Et que là, probablement, elle doit dire, mais quelle lèche-botte. On t'a déjà dit que c'est fini pour nous. Parce qu'avant ça, elle était plus enthousiaste. On voyait plus de conviction, plus de croyance dans les paroles de son mari. Mais regardez dans cette interview. Cette guerre, il peut stopper Poutine. Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises. Je pense qu'il est fort et imprévisible. J'aimerais beaucoup voir l'imprévisibilité de Trump se confronter principalement à la Fédération de Russie. Les contours d'un accord restent encore très flous. Pour les alliés de Kiev, une résolution rapide de cette guerre serait synonyme de concession territoriale au profit de la Russie, mais aussi de la fin des aspirations ukrainiennes d'entrer dans l'OTAN. Ce que l'Ukraine refuse. Volodymyr Zelensky a conditionné l'ouverture des négociations à l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation. Une folie. Une folie. Et sa folie ne coûte pas quelque chose à lui et à son entourage. Sa folie coûte aux Ukrainiens, comme on l'a vu avec la désertion de la brigade qui a été en partie formée en France. Sa folie est déjà en train de faire des ravages dans son pays. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN appelle quant à lui à faire front derrière l'Ukraine. Nous devons faire plus que seulement permettre à l'Ukraine de se battre. Nous devons augmenter le coût pour Poutine et ses amis autoritaires en fournissant à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin pour changer la trajectoire du conflit. Et voilà une personne encore de plus qui vient raconter n'importe quoi. Nous avons déjà vu ici que l'Ukraine est en pénurie de la chose essentielle pour gagner une guerre, même s'il y a toute la technologie autour, c'est des gens qui combattent. Sans des personnes qui combattent dans une guerre, tu ne peux pas faire une guerre. Et donc, on ne va pas aller jusqu'au bout de cette information, puisqu'on a beaucoup développé. Donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et je vous dis à plus tard. Peace out.